Alors, nous, on est le premier groupe, on va faire une présentation sur les dendromicrohabitats. C'est le sujet qu'on a décidé de traiter. Hein. Alors, notre équipe, c'est Maud Rochat qui est ici et Léa Tobler. On est toutes les deux en troisième année en bachelor de biologie ethnologie. D'abord, un petit contexte. Donc, nous, on est allés dans deux classes différentes, au Gennevet-sur-Coffrane et au Gennevet. C'est important aussi de savoir que dans une des classes, il y avait des troisième Armos et dans l'autre, il y avait une classe mélangée, troisième et quatrième Armos. Donc, en gros, c'était des enfants entre 6 et 8 ans, donc assez jeunes. Ils ne savaient pas forcément tous bien lire et bien écrire, important de savoir. Bah, voilà, vous voyez que c'est des classes de tailles différentes. Et ce qui est important aussi, c'est que bah, comment dire ça, le système scolaire a changé, en tout cas depuis que moi et Maud, on était en primaire. Mais du coup, c'est tout bête, mais nous, on n'avait pas de sortie en forêt, tandis que eux, oui, ils ont des sorties assez fréquentes en forêt. Je dis ça parce qu'on a à peu près tous le même âge, donc voilà. Enfin, ceux qui sont présentés. Bref. Attention, hein. Donc, nos activités. Alors, on a découpé en trois parties. Donc, on est allé une première fois où on s'est plutôt concentré sur la découverte des différents habitats sur les arbres. Ensuite, on est allé une deuxième fois pour la découverte de la faune des arbres et une troisième fois pour l'évaluation. Du coup, la découverte des différents habitats. D'abord, on s'est déplacé. Donc, on est allé en fait à l'endroit où ils ont l'habitude d'aller, c'est-à-dire au canapé forestier pour chacune des classes. On a une magnifique photo de ce canapé forestier. On a commencé par un petit peu de théorie. On a présenté les 12 dendromicrohabitats qu'on avait choisis, puisque tout ce qui est présenté, ce serait complexe. Il y en a 48, si je me trompe bien. Pas. Donc voilà, 47. Ce qu'on a proposé après la théorie, c'est que chaque enfant, on lui a donné un arbre, enfin, on lui a montré un arbre, et il devait observer, voir ce qu'il voyait justement par rapport à la théorie qu'il avait reçue, par rapport au dendromicrohabitat, et il devait recopier sur son arbre. Et ensuite, en fait, on a eu un petit moment feedback où justement, vu qu'ils avaient des arbres différents, il y avait des choses à observer différentes, des choses dessinées différentes, comme vous pouvez voir ici. On en a discuté ensemble pour qu'ils aient un peu, en fait, un aperçu de la diversité dans la forêt. Et pour rendre cette diversité un petit peu plus concrète, on a décidé de faire appel au sens. Donc, ce qu'on a proposé aux enfants en deuxième partie, c'est qu'on leur a distribué un bocal en verre. Alors, malheureusement, on n'a pas de photos parce que Arthur il est parti trop tôt. Alors du coup, en fait, on leur a dit de collecter en fait des différents éléments autour de leur arbre et de les mettre dans ce bocal. On leur a donné un petit peu d'eau, ils ont touillé et voilà, ça donnait un parfum et on les a aussi invités à sentir les parfums des autres pour que justement ça puisse être imprimé dans leur tête, dans leur sens, cette diversité dans la forêt. Ensuite, la deuxième fois, on a fait la découverte de la faune des arbres, où on a aussi eu une partie théorie. Alors, cette fois, un petit peu plus interactive, c'est-à-dire qu'on les a amenés à réfléchir en groupe, en fait, à ce que les micro-habitats pouvaient servir de garde-manger ou plutôt d'abri pour la faune. Et parce qu'on s'est principalement intéressé à la faune pour cette partie-là, la faune qui bénéficie des micro-habitats, aussi qu'ils comprennent que dans une idée de chaîne alimentaire, que dès le moment en fait où il y a des petites bêtes qui sont mangées par d'autres qui sont dans ces micro-habitats, et ben, ils servent aussi de garde à manger, pas seulement d'abri. On a fait des feuilles d'identification que vous pouvez voir ici pour qu'ils aient un peu un aperçu et aussi ça les a aidés pour la dernière activité l'observation de la faune que je vais présenter après. D'abord, on a eu la collecte d'objets. Donc, en fait, on avait ces deux cartons comme ça où on avait 6 adjectifs en rapport avec la forme, la texture et la couleur. Et on a invité les enfants en fait à chercher dans la forêt des éléments qu'ils trouvaient par rapport à ces adjectifs-là. Et après, on a discuté ensemble. Ils pensaient que ça pouvait servir à quoi en fait pour la faune. Est-ce que ça pouvait plutôt servir toujours dans cette idée de plutôt se construire un habitat ou plutôt
de nourriture. Et ensuite, justement, l'observation de la faune, où chacun a reçu une boîte de pétrier et a été invité à regarder autour des souches d'arbres ou des troncs d'arbres s'ils trouvaient quelque chose. Là, on n'a pas sur les photos, mais ils avaient aussi des loupes pour voir un peu de plus près. Et aussi, on les a encouragés en fait à regarder ce que les autres avaient trouvé, ce que vous avez sur cette photo, pour justement qu'ils puissent voir encore une fois la diversité. Et du coup, pour l'évaluation, on va vous montrer plusieurs exemples. Enfin, on a choisi 2 par classe pour avoir un peu une idée de ce que ça a donné. Du coup, en fait, donc on avait donné cette fiche au préalable à la professeure qui avait fait faire le dessin aux enfants avec comme consigne de leur a juste dit dessiner ce que vous pensez qu'on peut trouver sur un arbre. Donc ça, c'est le premier dessin qu'ils ont fait avant qu'on arrive. Et ça, c'est le dessin qu'ils ont fait, donc on a fait ensemble avec eux après la réalisation des activités. Donc heureusement, on voit quand même une différence. On voit que là, c'est beaucoup plus, enfin, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Il y a différents fruits, enfin, c'est un peu mélangé, alors que là, il y a déjà beaucoup plus un focus sur les différents habitats qu'on leur a présentés. L'enfant a aussi écrit les noms, donc il a pu faire une association entre les images et les noms, plus un dessin un peu scientifique en fait. Donc ça, c'était le premier exemple. Le deuxième, là, on voit aussi que l'enfant s'est plus focusé sur le haut de l'arbre, plus un aspect un peu esthétique, de rendre la chose jolie, alors que là, il a vraiment fait un focus sur le tronc, sur son utilité, le fait qu'il est vivant. Il y a aussi cette notion d'échelle qui est intéressante à voir, donc il a fait un tout petit point sur l'arbre et puis ensuite dessiner l'insecte en plus grand pour voir ce qu'il avait vu. Donc ça a bien passé aussi avec l'activité de la loupe. Et puis ça, c'est la deuxième évaluation qu'on a faite. Donc on avait préparé cette fiche avec d'abord le concept de l'habitat et puis aussi le concept de la nourriture. On remarque que le concept de la nourriture a un peu moins bien passé. Enfin, c'était faux par rapport à ce qu'on avait fait au début. Donc, peut-être, est-ce que c'était, vu que c'était en deuxième partie, c'était déjà trop de théorie, puis qu'ils avaient déjà trop d'infos, et puis ils ont moins écouté à ce moment-là. Mais on voit que le concept de l'habitat a un peu mieux passé. Et puis, au point de vue pédagogique, c'est intéressant de voir que cet enfant, il a vu beaucoup de choses dans la forêt. Enfin, il avait la liberté d'entourer tout ce qu'il avait pu voir. Et puis, on verra que dans l'autre classe, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est intéressant de voir que lui, il a vu énormément de choses, en tout cas. Du coup, ça, c'est dans l'autre classe. Là aussi, celui-là, on le trouve intéressant. Ben, de nouveau, un focus vraiment, genre, plus, voilà, le dessin, de faire un joli arbre. Et puis là, c'est chouette parce qu'elle a vraiment fait le lien, l'enfant, avec ce qu'on peut trouver. Enfin, que l'arbre est utile pour d'autres éléments autour. Elle a fait des racines, dessiner plusieurs micro-habitats, donc aussi de rendre le tronc plus vivant. Enfin, donc, on voit aussi une jolie évolution entre les 2 dessins. Et puis là aussi, de nouveau, on voit qu'on part un peu de tout et n'importe quoi. Enfin, il y a quand même la notion un peu d'habitat, mais c'est vrai que c'est très, très varié, alors qu'ici, de nouveau, plus un focus sur les dendros micro-habitats qu'on a présentés, cette notion de vivant qui est quand même importante, et puis aussi cet aspect à côté de l'arbre, donc c'est tout un réseau finalement qui a dans les forêts et qui sont utiles pour plusieurs espèces. Et puis du coup, là, au niveau de l'autre fiche, on voit un peu le même constat que dans la première classe, le concept de la nourriture a un peu moins bien passé. Mais là, c'est intéressant de voir que cet enfant, il a vu qu'un seul insecte apparemment, alors que finalement, ils ont vu des choses assez similaires. Donc, vu qu'ils avaient cette liberté de choisir un peu ce qu'ils avaient vu, c'est intéressant de voir qu'ils ont mis des choses différentes. Du coup, voilà, et puis ça, c'est juste un petit feedback de ce que nous, on a pensé en général du cours et des activités, etc. Donc, par rapport aux élèves, on a trouvé qu'ils étaient hyper enthousiastes et en tout cas réceptifs à ce qu'on a voulu leur transmettre. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Et du coup, pas forcément de point négatif, c'est vraiment, ça s'est bien passé, on a eu un beau contact avec eux. Par rapport aux enseignantes, ça c'était chouette, on a eu vraiment, on a été très libre dans la création de nos activités, elles étaient très à l'écoute. On a pu bien communiquer avec elles sur les infos qu'on avait besoin par rapport aux enfants, etc. Et le petit point négatif qu'on voulait mentionner, mais c'est vraiment notre interprétation personnelle, on avait l'impression qu'elles avaient certaines attentes par rapport à ce qu'on allait amener aux enfants. Et en tout cas, dans une classe, j'ai l'impression qu'on a un peu déçu la prof. Enfin, qu'elle s'attendait peut-être à autre chose. Et puis du coup, il y a eu un petit décalage entre ce qu'on a fait et ce qu'elle attendait. Mais du coup, voilà. Et puis nous, donc voilà, c'était aussi chouette de faire un cours un peu différent de ce qu'on a l'habitude, de ce qu'on a eu dans notre bachelor. Et puis d'avoir cette première approche dans la vulgarisation, comment faire finalement, et surtout avec des enfants qui ont ces temps de concentration, surtout aussi petits, très, très petits. Donc comment amener ça, c'était vraiment intéressant. Et puis les points plus négatifs, c'est vrai que dans l'ensemble de l'activité, par rapport au temps qu'on a investi et le nombre de crédits,
On trouve qu'il y a un décalage qui est quand même important à mentionner. Et puis aussi, au niveau de nos lacunes pédagogiques, c'est vrai que de tout un coup gérer une classe de 24 enfants qui courent partout quand on n'a pas de formation, ça peut être tout un coup un peu compliqué. C'est intéressant à faire, mais enfin voilà, c'est quand même quelque chose qu'on voulait relever. Et puis après, ça c'est plutôt nous, sur notre travail, au niveau de l'évaluation, surtout pour la deuxième fiche, on a vu qu'ils n'avaient pas totalement saisi ce concept de la nourriture, donc à réfléchir peut-être qu'on aurait dû faire autrement ou avoir une évaluation qui était plus adaptée à ce qu'on leur a amené comme théorie. Enfin, voilà. Et du coup, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'est tout. Eh bien, bonjour. Donc, comme groupe d'avant, on va vous présenter ce qu'on a fait durant le cours de service learning. Et donc, malgré que ça s'appelle les microbes à l'école, cette année, c'est un peu plus axé sur l'importance de la biodiversité en plus des microbes. Et donc, on avait 3 séances par classe, donc dans 2 classes de 4 H, donc 7-8 ans. Et on va vous parler des 3 séances qu'on a faites, donc axées biodiversité. Donc, première séance, c'était surtout axé sur ce qu'est la biodiversité, donc à quoi ça sert, avec aussi une petite partie sur les différents habitats qu'on peut trouver et les différences de ces habitats. Et on l'a fait à travers un petit peu de théorie et une chasse au trésor en forêt, où on a été chercher de la biodiversité. Donc, ça peut être des traces, ça peut être des mousses, ça peut être des lichens, plein de choses, où on a laissé les enfants chercher et après, on leur a apporté des explications sur ce qu'ils ont trouvé et aussi un petit sac qu'on avait préparé à l'avance avec des exemples. On a aussi fait une présentation sur le tout petit, vu que ça s'appelle les microbes vont à l'école. Donc le concept d'invisible à l'œil nu, mais qu'on peut voir en colonie, par exemple, avec les boîtes de pétri. Aussi sur l'utilité des microbes. Et on a aussi essayé de regarder ce qu'on peut observer au Foldscope, donc qui sont des microscopes pliables en carton. Du coup, vous l'avez compris, la première séance, c'était pas mal un peu de la découverte, de la théorie, pour amener un peu les concepts, pour leur donner le contexte. Et après, nous, on a surtout axé le reste sur des jeux de cartes. Et du coup, voilà, pour exemple, c'est des cartes format A5 que nous, on a fait. Et puis, du coup, on a fait plusieurs versions, en fait, avec ces cartes-là. Du coup, la première séance qu'on a fait avec le jeu, on a fait 3 catégories qui sont des espèces phares, donc les espèces qui sont que tout le monde connaît, que tout le monde utilise pour la protection, comme le panda. Des espèces qui sont moins connues, mais qui sont vachement cool, comme la salamandre, qui est capable de régénérer certaines parties de son corps quand elle les perd. Et les espèces qui sont généralement mal aimées, comme le moustique. Et l'idée, c'était d'abord les amener les amener à choisir les cartes qu'ils préfèrent pour un peu voir quels étaient leurs a priori par rapport à ces espèces. Nous, nos attentes de base, on pensait que globalement, ils allaient choisir plutôt des espèces qu'ils connaissaient pas, mais qu'ils trouvaient vachement cool parce que l'image était vachement chouette, ou des espèces phares, justement, qu'ils connaissent, avec lesquelles ils ont de la familiarité, qu'ils trouvent beau, et puis qui vont plutôt laisser les espèces qu'ils vont moins aimer. Et c'est avéré que du coup, ça a plutôt matché à ce qu'on pensait. Et du coup, l'idée, ouais, c'était vraiment que on avait 5 cartes qui étaient mises au milieu, chacun avait 3 cartes. Et tour à tour, ils devaient changer une de leurs cartes avec celle qui était au milieu pour finir avec des cartes que eux ils aiment. Et après, on leur a demandé d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi ces cartes. Et pourquoi est-ce que, à l'inverse, on a récolté en fait les cartes qu'ils avaient globalement pas voulu. Et on leur a demandé aussi pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas voulu prendre ces cartes-là. Et globalement, c'est assez bien matché justement, où ils ont choisi les cartes qu'ils ont gardées parce que ça leur plaisait, parce qu'ils connaissaient, et les cartes qu'ils n'ont pas voulu garder, c'était des cartes qu'en général on n'aimait pas, comme l'araignée, le moustique, les orties, etc. Et puis ensuite, on a un peu donné des explications par rapport à ces a priori que eux ils avaient, de leur expliquer pourquoi est-ce que ce serait biaisé d'avoir une conservation qui est basée sur l'affinité, justement, de conserver que les espèces qu'on aime bien. Et puis on leur a aussi expliqué en quoi les espèces qu'ils n'ont pas voulu choisir étaient utiles. Par exemple, le moustique qui va aussi avoir un rôle de pollinisateur. Et du coup, on a vraiment fait cette approche-là de leur montrer à quel point, en fait, tous les organismes peuvent être utiles.
Et puis, pour notre troisième séance, on a fait un rappel théorique et on a fait deux jeux différents. Le premier, c'était un jeu avec des histoires où on avait chacun raconté une histoire. Donc, on a fait tout groupe. On s'est ensuite échangé. Et l'idée, c'était de les mettre face à des problématiques. On avait par exemple une histoire qui se passait autour d'un chêne où l'idée, c'était qu'ils étaient rapetissés, ils passaient à différents niveaux de taille. Euh, et puis, chaque niveau qui gagnait, c'était quand ils avaient réussi à résoudre une problématique. Par exemple, la problématique, c'était qu'il y avait beaucoup trop d'insectes autour du chêne et que toutes les plantes étaient ravagées. Et l'idée, c'était qu'ils choisissent les bonnes cartes pour réagir face à ces problématiques-là. Dans ce cadre-là, choisir des cartes qui étaient plutôt insectivores. Ou justement, bah, par exemple, pour la salamandre, on avait fait des petites pastilles de couleurs, en fait, sur les cartes euh, pour chaque classe de rôle. Et puis, voilà, là, on voit les enfants qui ont fait le jeu. Ça s'est très, très bien passé. Et puis on a fait une deuxième version où on leur a d'abord introduit le principe d'écosystème. On a fait un schéma au tableau pour leur expliquer les réseaux trophiques, pour leur expliquer que chaque espèce est importante et que c'est un tout qui fonctionne ensemble. Et qu'on peut pas forcément, que c'est des maillons qui sont souvent essentiels et qu'on peut pas juste, on peut pas retirer les plantes par exemple. Et ça, ils ont assez bien compris aussi. Et du coup, on a utilisé un jeu basé sur les mêmes cartes, où d'abord on leur demandait, puisqu'on avait plusieurs catégories, qu'on leur a présenté l'écosystème avec des catégories, comme pollinisateur, insectivore, carnivore. L'idée, c'était de leur demander de reconstruire un écosystème en choisissant en choisissant en tout cas une espèce de chaque classe. Donc il fallait, pour avoir un écosystème qui fonctionne, avoir un pollinisateur, une plante, un herbivore, un carnivore, etc. On a fait ça de manière très très simplifiée, bien sûr, sans rentrer dans les détails de tous les liens. On a gardé les liens au plus simple. Et puis, on les a aussi mis en situation où nous, on a fait des écosystèmes avec les cartes, certains qui fonctionnaient, d'autres qui ne fonctionnaient pas, et on leur a demandé si c'était bien un écosystème, si c'était quelque chose qui fonctionnait ou non. Et du coup, on a axé en fait notre évaluation, plutôt que de faire quelque chose de très académique, on a axé ça sur les jeux et leurs réponses aux jeux. Donc, dans le cadre des problématiques, c'était leur capacité à résoudre ces problématiques-là avec les bonnes cartes. Donc, aussi, pour rebondir à ce qu'on leur avait expliqué la session d'avant, sur le fait que ben, les espèces mal aimées sont aussi utiles, l'important pour nous, c'était qu'ils utilisent de tout, autant des espèces qu'ils aimaient bien que les espèces qu'ils avaient pu moins aimer à l'origine, et puis qu'ils comprennent bien les rôles de chaque espèce que nous, on a mis dans le jeu. Et d'ailleurs, ça a très très bien fonctionné. Globalement, ils ont même réussi par moments à nous résoudre deux problématiques en une. Donc ça, ils ont tout à fait compris le principe. Et pour les écosystèmes, on était un peu inquiets parce que c'est quand même un concept qui est très complexe. Et en fait, ça a très bien été. On a réussi à suffisamment simplifier les choses pour qu'ils comprennent. Ils ont été très, très perspicaces. Et ouais, il n'y a pas eu un seul moment où ils ont eu de soucis à comprendre ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Donc, ils ont très bien compris à faire les liens entre les espèces et puis à comprendre quelles espèces étaient nécessaires. Et on leur a aussi introduit un peu le concept d'équilibre. Par exemple, si on a trois espèces de carnivores pour un seul carnivore, c'est de leur introduire que c'est un peu compliqué, sans leur parler d'un système de densité, parce qu'on s'est dit que c'était un peu complexe pour eux, mais leur montrer qu'en quantité, globalement, d'espèces, ça peut basculer. Et du coup, ils ont très très bien compris ça. Et donc, à côté de ça, on avait aussi une capsule avec la RTS, où on a travaillé sur l'écriture de la capsule. Et on était parti sur l'axe aussi des espèces mal aimées en parlant de la guêpe. Et donc, quelques images du tournage. Voilà. Donc, on aimerait remercier les enseignants qui nous ont encadrés, notre photographe, les enseignants aussi et les classes chez qui on a été, et aussi les personnes de la RTS pour la capsule. Voilà. Et ouais, on doit vraiment bien vous remercier parce que c'est une super opportunité. Cette capsule, c'était aussi une très très bonne idée. On a été très contents d'y participer.
Et globalement, les classes étaient super chouettes, ça a super bien fonctionné. Donc, on est vraiment content de cette expérience. Du coup, avec Aïsline et Samy, notre concept s'éloigne un petit peu des microbes à l'école parce que c'était plutôt dans l'idée de faire l'école à la rivière pour sensibiliser les classes de l'école de Boudry au problème des cyanobactéries qui sont dans la Reuse, qui passent juste à côté de l'école, justement. Et pour ça, du coup, on a eu 8 classes différentes du collège de Boudry, 4 classes du cycle 1, 2 classes du cycle 2, et on avait aussi 2 classes d'enseignement spécialisé qui sont greffées après sur les autres classes. Et par classe, du coup, on a passé une matinée avec les enfants, donc de 9 h à 11 h 30 à peu près. Pour le cycle 1, l'idée, c'était qu'on allait d'abord leur introduire la notion de biodiversité. Donc, dans cette zone naturelle du Pervoux, qui est la zone en vert ici, avec la Reuse qui passe à côté, c'est juste à côté de l'école. Et c'est là qu'on est allé, puis on voulait vraiment les amener dans cet endroit-là et leur montrer qui se trouve où et quel type d'écosystème on a justement juste à côté de l'école. Et ensuite, une fois qu'on avait cette histoire de biodiversité qui était montrée aux enfants, on voulait aussi leur introduire la notion de chaîne trophique, donc dans ces différents écosystèmes, qui mange quoi et qui mange qui. Et pour faire ça, du coup, on a fait 3 postes. Il y avait un poste qui était autour de l'étang et de la rivière. Donc autour de la photo, vous voyez les dessins des organismes qu'on a choisis pour cet écosystème-là. Et puis l'idée, c'est qu'on allait justement regarder avec les enfants, déjà leur faire réfléchir, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu'il y a dans ces écosystèmes, et puis justement de leur introduire ces différents organismes qui sont différents acteurs de la chaîne trophique aussi, et reconstruire ça avec eux. Donc il y avait un poste à l'étang, un poste qui était focalisé sur le sol, et un poste qui était focalisé sur la prairie et la forêt. Et du coup, pour intégrer un petit peu ces différentes notions et ces différents organismes dont on leur a parlé, d'abord, on a fait un memory. Enfin, il y avait 3 postes. Donc, le premier poste, c'était de faire un memory avec justement les différentes images et puis pouvoir redonner des noms à ces différents organismes. Le deuxième poste, c'était de reconstruire une pyramide trophique. On avait fait des cubes en bois, on a mis dessus les images qu'on avait faites. Et pour leur faire comprendre un peu aussi le concept de producteur primaire, de consommateur et puis de prédateur. Et le troisième poste, c'était leur montrer du coup ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc faire de la microscopie avec les enfants pour leur montrer des lames de cyanobactéries. On leur a montré aussi des champignons. On est allé faire un échantillon directement avec l'étang. Enfin, on était prendre un petit peu d'échantillon de l'étang pour leur montrer que voilà, même si à l'œil nu on ne voit rien, en fait il y a vraiment une énorme diversité. Ils aimaient bien parce que du coup il y avait plein de ciliés qui passaient dans tous les sens. Donc c'était très intéressant pour les enfants. Pour évaluer ça, du coup, on leur a demandé de redessiner en fait les organismes qu'on leur avait montrés sur un dessin qu'on leur a donné. Et comme vous pouvez le voir, ils ont fait ça de façon assez bien. Donc on était assez contents de voir que ce qu'on leur a expliqué, c'est quand même resté et qu'ils ont réussi même quelques semaines après à redessiner en fait les organismes dans leur écosystème. Pour le cycle 2, du coup, la thématique, c'était l'écosystème et les cyanobactéries. Donc avec eux, on voulait voir l'équilibre et la fragilité de l'écosystème de la rivière et de la zone du Pervoux. Donc on a regardé avec eux qu'est-ce qui composait un écosystème et quels étaient les facteurs qui pouvaient déséquilibrer un écosystème. Là, pour que ce soit aussi plus facile, on avait demandé aux professeurs avant de faire une petite introduction aussi pour leur rappeler le concept justement de producteurs primaires, de consommateurs et de prédateurs et parler un petit peu de l'écosystème avec les élèves aussi. Et ensuite, on a fait une introduction au fonctionnement d'une cyanobactérie pour voir qu'est-ce qu'il lui fallait pour pouvoir pousser et grandir, avec un lien direct avec l'équilibre et la fragilité de l'écosystème. Et du coup, pour eux, la première chose qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a fait une discussion avec tous les élèves. On leur a dit d'imaginer, du coup, la zone du Pervoux, la rivière, l'étang, et de nous dire qu'est-ce qu'on trouve dans cet écosystème, qu'est-ce qu'il faut, du coup, pour que l'écosystème y fonctionne. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais il y a beaucoup d'organismes, mais ils ont aussi dit qu'il fallait le soleil, qu'il fallait la lumière, qu'il fallait la température, qu'il fallait du sol, de l'eau. Donc, des choses qui sont peut-être plus abiotiques par rapport à tous les organismes. Et ensuite, on est parti sur qu'est-ce qu'il y a comme perturbation qui peut déséquilibrer cet écosystème. Donc, toujours en partant de l'écosystème du Pervoux. Donc, il y a la route, il y a la pollution, il y a des ponts, il y a l'agriculture aussi un peu plus loin, etc. Et en utilisant tout ça, du coup, on a utilisé les tours Jenga pour les faire jouer en fait avec cet écosystème. Donc, on est parti d'une tour Jenga qu'on a peinte en vert, en fait, qui correspondait à un écosystème complètement naturel. Genre, si nous, on n'était pas là, qu'est-ce qu'on trouverait dans l'écosystème? On a construit la tour, ils ont commencé à jouer.
Et après, nous, on revenait avec des pièces rouges qui étaient, vous pouvez les voir, elles sont plus épaisses, par exemple, pour leur apporter les perturbations. Et ils continuaient à jouer jusqu'à ce que ça tombe, pour leur faire comprendre que voilà, si on rajoute trop de perturbations sur un écosystème qui est naturel à la base, au bout d'un moment, bah, ça tombe. Et après, ils devaient comprendre du coup ce concept-là, enfin, on leur expliquait ça. Et on reconstruisait la tour, Jenga, mais en mettant les pièces rouges et les pièces vertes, pour qu'ils comprennent aussi que même si on a des perturbations, on arrive quand même à avoir un écosystème en équilibre si on fait les choses correctement et si on ne rajoute pas juste toutes les perturbations d'un coup. Puis du coup, pour la deuxième partie, pardon, plutôt focalisée sur les cyanobactéries, donc on avait séparé aussi les activités en trois. Une première partie qui était focalisée microscopie, donc on avait des échantillons de cyanobactéries, donc ils ont pu vraiment voir à quoi ressemblaient les cyanobactéries. Donc poser plein de questions par rapport à ça, leur diversité, et puis aussi d'autres micro-organismes tels que les champignons, les échantillons qu'on a pu prélever avant dans les temps, etc., des protistes. Donc c'était une activité nettement plus axée sur la microscopie et puis de voir quelque chose de vivant. Et puis en deuxième temps, on s'est demandé comment on peut faire comprendre aux enfants comment une cyanobactérie marche. Donc, avec les éléments qu'on les a introduits en première partie, on a fait un espèce de jeu de lumière en soi où les enfants ils devaient appuyer sur des interrupteurs pour faire allumer la cyanobactérie. Donc, il y avait l'eau et puis le CO2 pour faire marcher la photosynthèse. Et puis, il y avait des choses qui s'allumaient à des intervalles de temps différents pour voir la grosse cellule s'allumer. Et puis, on avait quelque chose de vert. Et en ajoutant des facteurs externes comme de l'engrais intensif ou de la température trop élevée, bon, on avait d'autres petites cyanobactéries qui s'allumaient pour illustrer le bloom, qui est justement ces tapis microbiens qui se forment, qui s'étaient formés à l'areuse et puis qui avaient causé la mort de certains chiens. Et puis une partie plus ludique pour les enfants et pour nous peut-être, c'était de comprendre comment un bloom se formait. Donc on avait l'idée de partir sur des pop-corns dont on a ajouté de l'engrais, donc l'huile, et puis qu'on a fait chauffer. Donc température et ces deux facteurs qui faisaient que bien sûr les pop-corns ils explosent et puis on a vraiment ce tapis de pop-corn éclaté au fond de la casserole et on ne pouvait plus voir le fond de la casserole. Et puis, du coup, c'était pour un peu illustrer justement comment se former ces tapis microbiens et puis que au fond de la casserole, on voit plus rien, la lumière ne passe plus et du coup, il n'y a plus trop de vie. Enfin, c'est assez dangereux quand justement ces tapis se formaient en surface. Donc, on a fait ces trois activités-là et puis l'évaluation se faisait par ce dessin-là. Donc, on avait justement les éléments à ajouter dans la cyanobactérie dans un ordre précis, comme ils ont fait sur le jeu des lumières, 1, 2, 3. Et puis les facteurs externes, comme on a mentionné avant, les engrais, donc azote, phosphore intensif, donc avec un plus, et la température qui venait faire ce bloom des cyanobactéries. Donc voilà deux exemples de ce qu'on avait reçu de profs. Et puis voilà, on n'a pas fait de positif-négatif, mais ils étaient assez contents de ce qu'on a pu proposer. Donc voilà. Ok. Alors, bonjour à tous. Du coup, avec Camille et Thierry, qui sont là, tout là-bas au fond, on a décidé de partir explorer le sol et ses habitants en compagnie des élèves de 3 classes différentes. Donc, la thématique principale, c'était d'essayer d'observer la biodiversité à la fois microscopique et macroscopique du sol. Et puis, on avait des élèves de 4 et de 5 H. Donc, globalement, ils avaient entre 7 et 9 ans. On avait 2 objectifs principaux pour nos animations. Donc, à la fin de nos 2 interventions, les élèves devraient avoir pris conscience à la fois de la diversité des organismes présents dans le sol et puis de la diversité des tailles de ces organismes et de leur forme. Donc, on a organisé 2 types d'activités. Une première activité qui consistait à vraiment faire une observation de la macrofaune du sol,
à l'aide de différents outils, donc d'abord à l'œil nu, puis après à l'aide de loupe à main, loupe binoculaire, et puis aussi le microscope. Et puis, il y avait ensuite deux autres activités qui étaient un petit peu plus expérimentales, où ils ont pu mettre en culture des micro-organismes. Donc, pour notre premier passage dans les classes, on est d'abord allé en forêt, comme vous le voyez sur la photo. Cette séance, elle s'est articulée sur 4 périodes, parce qu'on voulait vraiment prendre le temps de tout voir avec eux. Donc, on est déjà allé en forêt pour récolter un petit peu de matériel. Puis ensuite, on est retourné en classe. Et en classe, les élèves ont fait une première activité de mise en culture. Donc, ils ont fait des dilutions à partir de leur échantillon de terre. Ils ont pris une petite cuillère en bois, ils ont prélevé de la terre dans leur pot, ils l'ont mis dans un tube qui contenait de l'eau physiologique, puis ils l'ont secoué pour faire une première dilution. Ensuite, ils ont pu prélever un petit peu de cette première solution pour la verser dans un deuxième tube afin de diluer encore un peu plus leur sol. Puis, ils ont répété cette étape de dilution une troisième fois. Et avec leurs 3 tubes, donc leurs 3 dilutions différentes de sol, ils ont inoculé des boîtes de pétri qui contenaient des solutions nutritives. Ensuite, ils ont fermé les boîtes avec du parafilm et on les a incubées en chambre de culture jusqu'à la séance suivante. À la fin de la première séance, quand on a essayé de garder un petit peu de temps pour faire une deuxième petite mise en culture avec leurs mains, donc on avait des grandes boîtes de pétri carrées et puis tout simplement ils apposaient leurs mains sur les boîtes de pétri, ils les refermaient puis on les ramenait. Et le but c'était de comparer le développement des micro-organismes sur des mains qui étaient sales, lavées au savon ou désinfectées avec des solutions hydroalcooliques. Et puis la deuxième grosse activité pour cette première séance, c'était vraiment l'observation des petites bêtes qui grouillent dans le sol. Donc les élèves ont versé leur échantillon de terre dans un bac en plastique et puis là, ils devaient essayer de trouver le maximum d'organismes possibles. Donc au début, ils trouvaient surtout les vers de terre, les fourmis et les araignées. Et puis il leur fallait un petit peu plus de temps pour trouver les acariens et les colamboles notamment. Mais ils y arrivaient quand même au bout d'un moment. Et ensuite, dès qu'ils trouvaient quelque chose, ils essayaient de l'attraper, c'était toute une aventure, et de les déposer dans une boîte de pétri pour pouvoir mieux les observer. On leur avait fait des petites fiches aussi de détermination à partir d'un petit dépliant de la salamandre qu'ils ont fait sur la faune du sol. On a repris juste les images pour qu'ils essayent de trouver, quand ils avaient le temps, à quel groupe appartenaient les petites bêtes qu'ils avaient trouvées. Et parfois trouver leur nom, mais c'était un peu compliqué parce qu'ils sont encore jeunes. Et puis ensuite, on les a pris groupe par groupe pour aller observer leurs trouvailles à la loupe binoculaire. Et puis, on avait aussi un petit échantillon qu'on leur montrait sur microscope. Et c'est tout pour la première séance. Après, on est revenu avec une semaine de latence pour laisser le temps aux micro-organismes de pouvoir se développer. Et cette deuxième séance, elle durait seulement une période. Et le but, c'était vraiment d'observer leur culture de micro-organismes. Donc là, on vous a mis l'exemple des plaques pour l'expérience des mains, parce qu'on a eu des chouettes résultats assez probants. On voit que le désinfectant est beaucoup plus efficace, est un peu plus efficace que le savon. Mais voilà, d'autres facteurs rentrent en jeu, notamment l'efficacité du lavage. Bien frotter entre les doigts, etc. Bref, voilà. Et puis, quand les élèves, on voit quand les élèves ont réussi à bien mettre leurs mains sans trop bouger sur la plaque de pétri, on a eu des beaux résultats, des belles empreintes de main, donc ils étaient assez contents de pouvoir voir ça, même si c'était pas tout à fait le but. Mais du coup, voilà, ils ont vraiment pu voir pour cette expérience, la différence entre les différents lavages de mains, pour l'expérience des dilutions du sol, voilà la différence de quantité de micro-organismes qu'on a qui poussent. Et puis, ils ont aussi vraiment pu se rendre compte de la diversité au niveau des formes, des tailles, des textures, des couleurs des micro-organismes. Donc, on les a déjà observés tous ensemble en classe, juste en observant comme ça à l'œil nu les plaques.
Et puis ensuite, on les a pris par groupe pour faire une observation également à la loupe binoculaire et puis au microscope. Et puis, il y avait une dernière activité d'évaluation pour cette séance. On leur a demandé de faire un dessin. Donc, ils ont divisé leur feuille en 3. Et puis, ils devaient représenter dans la première partie les animaux dont ils se souvenaient, qu'ils ont pu observer durant la première séance dans le sol. Dans la deuxième partie, ils devaient dessiner une représentation des bactéries. Et dans la troisième partie, des champignons. Donc, il y a une super grille d'évaluation qui a été faite par un des enseignants, Olivier Drault, de Dombresson, et voilà, qui consiste un petit peu à regarder sur les dessins si les enfants ont réussi à déjà dessiner dans chacune des parties de la feuille quelque chose. Ensuite, il y a un critère sur le nombre d'animaux dessinés, est-ce qu'ils sont légendés, donc est-ce qu'il y a leur nom. Et ensuite, les élèves ont été évalués aussi sur leur représentation des bactéries. Par exemple, sur le dessin de droite, on voit que l'élève a bien intégré le fait qu'au départ, on a une bactérie qui peut se multiplier ensuite en colonie. Il a représenté beaucoup de bactéries dans une colonie. Sur le dessin de gauche, on ne sait pas trop, ça ressemble plus à des petites bêtes. Et puis voilà, bah, c'était tout. C'était un petit peu court cette deuxième séance. Enfin, ça a été très rapide pour le temps de dessiner, etc. Mais globalement, je crois que ça s'est bien passé. Je pense que les élèves ont assez aimé la dynamique des animations et puis le fait de pouvoir explorer différentes choses qu'ils peuvent voir, qu'ils ne peuvent pas voir. Mais voilà, il y a quelques trucs qui restent à améliorer, je pense, au niveau de la gestion du temps parce que c'était assez dense finalement. Alors peut-être qu'il aurait fallu qu'on organise plus de passages en classe en vraiment peut-être différenciant les activités macrophones puis micro-organismes pour que voilà, qu'on puisse avoir le temps de plus échanger avec les élèves sur chaque sujet et de peut-être mieux développer certains concepts. Aussi, voilà, on aurait peut-être dû réserver un peu plus de temps pour les échanges parce que on a eu des classes qui étaient super intéressées, qui posaient beaucoup de questions. Et puis, on a pris ce temps et on a un peu dépassé nos périodes de présence en classe. Et c'était chouette, mais du coup, voilà, dans l'organisation, je pense que c'est important de prévoir un temps plus grand de latence pour ça, ou alors aussi peut-être réduire le nombre d'activités si vraiment on n'a pas de temps en plus à accorder à ces animations. Et puis, autre amélioration, c'est notre système d'évaluation parce qu'on leur a seulement demandé un dessin à la fin de nos interventions. Et puis, idéalement, il aurait fallu leur demander aussi peut-être un dessin avant qu'on vienne en classe pour pouvoir un aperçu de ce qu'ils ont pu intégrer pendant nos séances. Et c'est tout. Alors nous, avec notre groupe, on a abordé la thématique du monde du tout petit avec les micro-organismes. On s'est concentré plutôt sur le blob. Du coup, nous, on a travaillé avec 3 classes de 7H, 6H, 2 à Couvet et une à Dombresson. On a eu 2 périodes la première fois et 2 périodes une deuxième fois. La première fois, c'est nous qui sommes allés dans leur classe pour introduire, grâce à des discussions, on a fait dessiner les élèves et on leur a fait faire une première approche pratique qu'on verra par la suite. Et la deuxième période, c'est nous qui sommes allés dans les classes de Couvet. On a leur amené, disons, des choses de laboratoire dans leur classe. Et la classe de Dombresson, elle est venue à l'université, on a pu travailler avec eux dans nos laboratoires. Pour commencer, on leur introduit le sujet avec une frise d'échelle de grandeur. On a demandé aux élèves de classer ces êtres vivants du plus grand au plus petit. On avait des baleines, un chien, des souris et puis des bactéries et des planctons. Et c'est là que
c'est pas des images qu'on voit tous les jours. Et du coup, c'est là on leur introduit cette chose de micro-organismes. On a parlé un peu des micro-organismes et il y avait des élèves qui savaient très bien ce que c'était un micro-organisme et d'autres qu'on n'avait jamais entendu parler. Et c'est pour ça qu'on leur a demandé de dessiner un micro-organisme pour essayer de même faire développer leur capacité d'imagination. Par exemple, on a une petite fille qui a inventé Le microfiche. Oui. C'est un microbe qui faisait les fiches toute seule. Du coup, c'était assez drôle. Et sinon, d'autres dessins où vraiment, ils nous ont dessiné le coronavirus parfaitement. Il y avait des artistes. Et puis, on a demandé aux élèves de venir présenter devant la classe leurs dessins. Et en fait, pour leur introduire le concept de micro-organisme, on a apporté dans les classes différentes images, par exemple un arbre, une image, une photo de la mer, une personne normale, et puis on leur a montré, toujours à travers des images, qu'en fait, il y a des choses qui sont cachées, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Par exemple, on leur a introduit le plancton, les bactéries qui se trouvent sur les dents, les germes, les microbes qui se trouvent sur les mains et sur toutes les parties du corps, et ce fameux blob qui se cache, par exemple, derrière les arbres. Et c'est ici que notre histoire avec le blob, avec les enfants, commence. Donc, le blob, on leur a d'abord expliqué un peu ce que c'était à l'aide en partie du texte qu'on avait préparé pour la capsule. Donc, on a repris certaines parties, modifié certaines autres. On leur a montré comment ils se développaient, à quoi ils ressemblaient, comment ils pouvaient aussi se reproduire. Puis, on leur a montré la première séance, un blob à l'état de sclérote, donc un blob séché, pour qu'ils puissent aussi se rendre compte pour la deuxième séance que ça fait quelle est la différence entre le blob séché et le blob développé. Et je pense qu'ils ont été très intéressés par cet organisme. On a aussi expliqué toutes les parties un peu fun qui sont en rapport avec cet organisme. Et il y a même un élève qui en a acheté un entre nos deux représentations. Donc, il était tout fier de venir nous dire qu'il en avait fait développer un chez lui, etc. Donc, il était tout content. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet qui les a intéressés et qui est très intéressant pour se lancer un peu dans la biologie à cet âge-là, pour voir un peu des organismes un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Du coup, après, on a fait une première approche pratique sur la fin parce que notre but, c'était de les mettre par groupe de 2, de dessiner la même forme et de mettre de l'avoine de manière différente pour voir si le blob allait pousser différemment sur une même forme. Donc, on avait le projet un peu ambitieux de faire pousser 60 blobs en laboratoire. Et comme on a été chanceux, il n'y en a qu'un seul qui a poussé. Du coup, ouais. Alors du coup, on a dû remanier notre deuxième séance, mais ça s'est quand même bien passé. Ils ont quand même eu une approche pratique avec des boîtes de pétri. On leur a expliqué ce que c'était un milieu stérile, donc il fallait vraiment pas les toucher avec les doigts et essayer d'être le plus propre possible. Du coup, ce qu'on voit sur l'image en haut à gauche, c'est l'état de sclérote quand on vient de poser l'avoine, et à droite, c'est quand normalement ça fonctionne. Ce que nous, on n'a pas réussi à obtenir malheureusement. Ensuite, en laboratoire, comme on a dit, on avait nos trois postes. On s'est dit que ça pouvait être intéressant, d'observer ce qu'ils ont mis en culture, enfin ce qu'ils auraient dû mettre en culture. Un deuxième poste d'observation, ici qu'on voit en image. Donc, on a observé quelques champignons et du blob. Et les élèves ont dû refaire des dessins d'observation. Enfin, on avait un peu les travaux de scientifiques. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au niveau du blob, quand ils les regardaient, on voyait vraiment les petits noyaux, on voyait des amas de noyaux. Ils étaient tous trop impressionnés. Ils adoraient passer d'un microscope à l'autre. Ah, t'as quoi? Ah, moi j'ai ça. Ah, c'est trop bien. Et puis, ils ont beaucoup adoré redessiner ce qu'ils voyaient, etc. Après, l'approche un peu plus vraiment laboratoire, nous, on a voulu faire découvrir aux élèves le monde du laboratoire, du coup, les mettre dans un endroit où il y a des règles bien précises, l'apport d'une blouse, de gants, de lunettes, le fait qu'on ne peut pas manger, on ne peut pas boire, et à chaque fois qu'on utilise un instrument, il faut le nettoyer, le stériliser.
et tout ça. Et un poste, c'était un repiquage de champignons, du coup, partir d'une grande boîte de pétri. En fait, leur faire développer le concept que un champignon il peut se développer et si on le coupe en plusieurs morceaux d'un petit champignon, on peut avoir une culture énorme. Et après, on a fait aussi une préparation de lamelles pour après faire une observation au microscope. Du coup, en fait, les postes se liaient bien l'un avec les uns aux autres. Voilà. Et donc moi j'avais le troisième poste, c'était celui normalement où on devait un peu discuter des résultats obtenus avec le blob. Donc vu qu'on n'a pas eu de résultats, on n'en a pas discuté beaucoup. Mais ce que j'ai pu leur expliquer, c'est vraiment la différence entre les bactéries, les champignons, aussi pourquoi ça n'avait pas fonctionné les blobs, parce qu'on a eu beaucoup de contamination, et puis leur expliquer ce qui était apparu en fait dans les boîtes qu'ils avaient préparées. Et ils étaient très intéressés avec ça. Donc, au final, sur tout le poste qu'on a eu, on a pu discuter de ça ensemble. Puis, lors de la première séance, on avait fait la même expérience qui avait été présentée avant, de mettre les mains dans les boîtes de pétri pour voir ce qui poussait. Et ça aussi, comme ça, j'ai pu leur montrer les bactéries qu'ils avaient sur les mains, un peu pourquoi ils en ont autant, pourquoi c'est aussi gros après 2 semaines. Et puis, ça, ils étaient très intéressés à propos de ça. Et je pense d'avoir cette discussion entre les deux postes pratiques, ça a été bénéfique pour eux parce que ça leur a permis de bien comprendre les différents concepts et puis ce qu'ils voyaient aussi plus tard avec Céleste et Jérémy. Donc ça, c'était très intéressant, même si les résultats qu'on attendait n'ont pas du tout fonctionné à la base. Ensuite, pour l'évaluation, on a décidé de leur faire une petite fiche récapitulative à la fin avec 3 exercices. Le premier exercice, c'est un QCM qui était peut-être un petit peu simple pour leur âge pour certaines questions. Il y a 1 ou 2 questions où il y a 60% de réussite, donc je pense que c'était assez correct. S'ils ont bien compris, ils faisaient juste, sinon ils faisaient faux. Et il y a 2 questions où c'est pratiquement 100%, donc là c'était peut-être un peu facile. Ensuite, 2 questions un peu à développer où ils devaient nous écrire ce qu'ils ont retenu un peu sur le blob et ses super pouvoirs, entre guillemets. Puis la 3e question, c'était plutôt sur le laboratoire. C'est ce que vous pouvez voir sur ce côté. C'était de faire correspondre en fait les images et les descriptions des différents objets qu'on peut retrouver en laboratoire et qu'ils ont pu utiliser. Et ça aussi, il y en a certains qui ont très bien réussi à faire correspondre et à se rappeler de ce que c'était. Il y en a qui étaient pour qui c'était un peu plus difficile. Je pense dans l'ensemble, ils ont bien compris tous les concepts qu'on a voulu leur ramener. Donc notre objectif à ce propos-là, il est rempli. Et puis j'espère aussi qu'ils ont pu avoir du plaisir pendant cette activité. Donc au niveau de l'évaluation, on est arrivé, je crois, à 88% de réussite à la fin. Donc c'est quand même qu'ils ont retenu pas mal de choses et puis qu'on espère qu'ils puissent s'en rappeler aussi plus tard. Peut-être le seul défaut, c'était du coup, bah, nous, en présentant le blob, on leur a dit que c'était un être immortel, parce qu'en effet, il est presque immortel, vu qu'il peut passer de la vie à un mode de vie asséché, donc il peut résister à plusieurs contraintes physiques et météorologiques. Et nous, au laboratoire, alors qu'on travaille dans des lieux stériles où tout devrait marcher super bien, on n'a pas réussi à le faire développer. Du coup, ça, c'est un concept qu'eux, ils n'ont pas très bien accepté, parce que c'est mais quand il est immortel, et puis vous l'avez fait mourir. Donc, et la fille qui a pris le blob chez elle, bah, elle a dit, moi j'ai réussi à le faire développer très bien toute seule à la maison. Vraiment, ça, vraiment, même pour les professeurs, on disait oui, on travaille dans des endroits stériles et tout, et puis en fait ça n'a pas marché. Voilà. Mais sinon, pour le reste. Pour le reste, ça s'est bien passé. Des petits soucis d'organisation par-ci par-là qui ont fait que des profs n'ont pas été un peu à cheval sur certains délais, puis on s'est fait un peu avoir avec ça. Mais sinon, dans l'ensemble, très bien passé. On a été content que les élèves aient énormément de plaisir. Oui, la difficulté, c'est de anticiper tout ce qu'on va faire lors des séances. Du coup, nous, lors des séances, on était super prêts, mais c'est vrai que peut-être qu'on n'anticipait pas trop au professeur le déroulement de la séance. Voilà, merci pour votre attention. Et puis si vous avez des questions. Alors, nous, notre activité, elle a porté sur un concept plutôt, celui du réseau écologique. Et voilà. Pour ça, notre public cible, on va dire, c'était 2 classes de CETH, une aux Augenevet et une au Genevet-sur-Coffrane. Alors,
de base, le serious learning prévoyait 10 périodes au total et on avait 5 classes de prévues, enfin 5 périodes de prévues par classe. Mais dans les faits, on a fait 6 périodes parce qu'on trouvait un peu inutile d'aller que pour une heure là-haut, donc on est resté. En termes de matière, on a commencé par 2 périodes un peu d'introduction théorique sur le concept de réseau écologique et sur comment mesurer un peu leur efficacité à l'aide des tunnels à traces. Et pour cette première approche, on a utilisé l'approche maïeutique. Donc en fait, on a posé des questions aux enfants et on attendait des réponses assez simples. Et en fait, on a fait un peu émerger des enfants le concept de réseau écologique qui est assez intuitif pour eux si on pose le cadre, un cadre commun. Donc, on va introduire ce concept. Ah, tu le fasses? Bah, vas-y. Alors, du coup, le but le but, c'était de leur montrer où ils habitent, donc le Val de Rue qu'on a ici, et puis de leur demander en fait comment est-ce que le petit animal qui est ici, il allait rejoindre l'autre animal qui est de l'autre côté du Val de Rue. Qu'est-ce qu'il allait pouvoir suivre comme structure, comme forêt, qu'est-ce qu'il allait pouvoir traverser pour pouvoir rejoindre le Val de Rue? Est-ce qu'il allait essayer de faire tout le tour, ou bien plutôt essayer de traverser en dans les arbres, etc. C'était un petit peu le but, et aussi de voir quels sont les dangers en fait qu'il va rencontrer quand il va faire cette traversée. Voilà, donc on a parlé des dangers, les routes, les habitations, la lumière, la pollution nocturne et les moyens de traverser, donc qui sont les corridors naturels, que ce soit les haies, ouais, t'as une baguette, c'est génial. Les voies, les haies, les alignements d'arbres, il y a même des petits ruisseaux, des choses comme ça. Voilà, donc tous ces corridors naturels interconnectés les uns aux autres, ça forme des réseaux écologiques qui permettent justement aux animaux de traverser traverser les milieux urbains et les milieux ruraux fortement anthropisés et justement de rejoindre leurs habitats. Donc ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, donc, elle passait par la fabrication de ce qu'on appelle un tunnel à traces. Tu passes au dia? Oui. Tunnel. Voilà. Donc, un tunnel à traces qu'on fabrique avec des briques de lait, tout simplement des grosses briques de lait, la suivante. Et le but, on va les placer dans la végétation. Et ça consiste donc en une partie qui est un tunnel et une deuxième partie qui est une plateforme sur laquelle on a un tampon dans lequel on va mettre de l'encre. Et au début, à l'entrée, on va mettre des bouts de papier. Et en passant par le tunnel, l'animal va imprégner ses traces. Comme ceci, j'en ai amené ici si jamais vous voulez en voir, par exemple. Et le but, en fait, avec ça, c'était de montrer aux enfants, que les enfants fabriquent un tunnel à traces, qu'ils l'amènent chez eux et qu'ils le laissent pendant les 3 ou 4 semaines dans laquelle ça allait durer toute l'expérience, en fait. Et puis, on leur avait préparé un petit cahier de terrain qu'ils devaient remplir et puis qu'ils allaient noter leurs observations. Ils allaient voir le tunnel tous les 4 jours et ils remplissaient leur petit tunnel à traces. Ils remplissaient leur petit carrier pour voir s'il y avait des traces dans leur tunnel. Ils rechargeaient de l'encre si jamais la pâte était sèche. Voilà. Ensuite, on est allé dehors avec eux pendant 2 périodes. On est justement allé leur montrer un peu les habitats typiques du muscardin qui était notre espèce cible, donc à savoir toutes les structures, tous les corridors naturels, parce qu'en fait c'est une espèce indicatrice, donc c'est-à-dire que sa présence nous renseigne sur la bonne santé de ces milieux et la bonne connectivité entre les habitats naturels. Donc, on leur a montré comment on pose un tunnel à traces de manière scientifique, comment choisir un peu où le mettre, dans les noisiers particulièrement, sur les branches horizontales, etc. On a piqué les filets à insectes du laboratoire de conservation de biologie. Ouais, voilà. Du coup, on a visité un milieu propice, une haie ou bien une bordure de forêt en fonction de où on était, soit au Genevet, soit au Genevet-sur-Coffrane. Voilà. Ensuite, ils sont allés faire une excursion, ils étaient un petit peu en excursion dans une prairie herbeuse, et puis le but c'était d'essayer de récolter le plus d'organismes possible avec leurs filets. Certains étaient très forts à faire ça. Il y en avait un, il était en train
juste ramasser l'herbe et il a ramassé des quantités d'insectes différents. Et le but après, c'était on avait pris des loupes et puis des petites boîtes. Et le but, c'était de leur montrer, enfin, de pouvoir observer en fait ces petits organismes. Et on avait fait une espèce de petite clé de détermination très simplifiée pour qu'ils puissent reconnaître un petit peu les différents groupes. Voilà, donc ça c'était les bandes herbeuses qui sont aussi une autre partie des réseaux écologiques, mais à une échelle inférieure de celle des muscardins à celle justement des insectes. Donc on est descendu d'une échelle pour parler de ça. Ça, je crois que c'est une activité qui sont énormément appréciées parce qu'ils ne voulaient plus s'arrêter après. Ouais, c'était compliqué. Après, on a fait un petit peu de... Parce qu'on a vraiment essayé de faire depuis les plus grands niveaux jusqu'aux plus petits niveaux. Donc, on a essayé de leur montrer du mycélium de champignons. Donc, pour ça, simplement, on a été prendre dans la forêt sur des vieilles souches qui étaient en train de pourrir. On a été chercher un petit peu de bois pour leur montrer vraiment ce mycélium. Et après, pendant la dernière séance, on va vous expliquer après, mais on va l'observer un peu plus en détail. Voilà, et on a terminé l'excursion par un jeu de notre invention, donc le jeu du réseau écologique, où en fait les enfants étaient répartis par groupe, et il y a une partie des enfants qui se donnent la main pour former un corridor naturel. Au sol, vous voyez des plots, parce qu'on a pensé que c'était plus simple de faire comme ça, qui représentent les habitats. Donc les enfants forment un corridor, et à ce moment-là, un enfant externe au corridor peut passer. Donc, en gros, il forme un réseau, il s'arrête. L'enfant qui fait l'animal s'arrête et doit attendre qu'un nouveau réseau se forme pour pouvoir passer. Et on a Samuel au centre qui représente la ressource de nourriture avec des pommes. Et ils avaient des pommes séchées. Du coup, ça a beaucoup motivé les enfants. Ils étaient très contents de ce jeu. Je crois que c'est un peu ça qu'ils se sont rappelés de ce jeu. Voilà. Et ils devaient faire des allers-retours en fait entre leur abri qui était à l'extérieur justement et Représenté par une petite boîte. représenté par une petite boîte et la zone de nourriture. Puis pour compliquer la chose, on changeait des fois de temps en temps leur petit abri. Du coup, ils étaient un peu perdus, un peu comme un animal perdu au milieu d'une zone agricole. Voilà. Et puis pour finir, dans la dernière séance, entre-temps, on avait donné aux enseignants une évaluation qu'on n'a pas présentée là, mais c'était des petites questions qui résumaient un petit peu les 2 premières séances, qu'est-ce qu'ils avaient pu retenir de ces premières séances, quelles étaient les structures végétales principales qu'on leur avait présentées, quels étaient les dangers que rencontraient les animaux, quel était comment sortait le muscardin, quelle était sa nourriture préférée, ce type de questions. Ouais, dans l'ensemble, ça a très très bien marché. C'était peut-être trop simple, mais c'est surtout un peu de... Juste le but, c'était de voir qu'ils aient bien retenu ce qu'on leur avait appris simplement. Voilà. Et du coup, on a fait un petit retour sur l'évaluation que les enseignantes avaient fait en classe. On les avait corrigées préalablement. Et on a aussi regardé un petit peu de manière plus dans le plus petit. Du coup, on a observé des réseaux mycéliens et les autoroutes fongiques. On a essayé d'introduire un petit peu ce concept d'autoroute fongique pour leur dire aussi qu'à petite échelle, c'est aussi possible qu'il y ait des organismes qui se déplacent. Voilà, et du coup, c'était un parallèle vraiment en termes d'échelle entre ces réseaux de végétation à grande échelle qui permettent aux espèces, aux mammifères qu'on voit tous les jours de circuler. Eh ben, il y a des réseaux naturels aussi aux plus petites échelles, et donc les autoroutes fongiques, dont on va vous montrer des photos tout à l'heure et un peu développer ce que c'est, servent aussi à permettre à la biodiversité du sous-sol de se déplacer. Et on a créé à la fin un fascicule avec toutes les activités prêtes à l'emploi qui est employable potentiellement par des enseignants dans la salle, mais il n'y en a pas. Et on a terminé par une lecture des traces, parce que le but c'était qu'ils récoltent des traces avec leur tunnel de la trace. Malheureusement, ils n'ont eu aucune trace avec leur tunnel. Du coup, heureusement que Clément avait apporté des traces qu'il avait récoltées lors d'un autre atelier. Voilà, et ces traces, à encore discuter avec le centre de cartographie de la faune si on ne peut pas les fournir au service learning au cas où ils veulent les prêter pour des activités. Parce que la plupart, voilà. Voilà, et puis ça, c'est les petites observations. On avait fabriqué juste quelques boîtes de pétri pour leur montrer un champignon, comment ça pousse dans une boîte de pétri, pour leur montrer un petit peu, pour qu'ils puissent voir, eux, avec juste simplement une loupe binoculaire, à quoi ça ressemble un champignon. Ouais. Et puis finalement, Mathéo nous a gentiment prêté des photos qu'il a fait des autoroutes fongiques où on voit les ifs de champignons et puis le bactérie en orange. Voilà, donc pour peut-être juste s'attarder sur ce que c'est une autoroute fongique, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est simplement lorsque des bactéries du sous-sol se déplacent entre les compartiments du sol en passant par la couche de liquide qui se situe à la surface des champignons. Donc on a le champignon ici et en rouge on a les bactéries. Voilà, donc la lecture de traces avec les enfants.
Puis on avait aussi ramené un plus gros livre de détermination des traces, dans lequel on a toutes les empreintes. Et puis du coup, ils ont pu regarder en plus là-dedans. On leur avait fait une petite clé de détermination simplifiée avec juste les espèces qu'ils pouvaient rencontrer dans leur tunnel. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?